À quoi vous pensez en 39? Vous avez peur? Vous êtes... En 39, eh bien, non. Parce qu'à l'école normale, j'avais fait la préparation militaire supérieure. D'accord. Et je venais de passer mon examen de DOR, elle est officier de réserve. Et donc, le 26 novembre, j'étais incorporé, premier contingent, classe 39. Et j'avais dans la poche un télégramme me disant de rejoindre au plus vite le camp d'Aubourg dans la Sarthe, le camp d'élèves officiers qui était le Mexan replié. Et donc je suis parti là, commençant par le dépôt de Dijon, où je me suis arrêté, et où le colonel là, voulait me garder comme instructeur des réserves et puis des appelés. Parce que j'avais donc un excellent dossier de ma préparation militaire à l'école normale. D'accord. Tous les jeudis, on travaillait sur le terrain, tout ça, avec les cours théoriques en même temps et pratiques, avec des officiers, sous-officiers d'Épinal. Je suis sorti donc au mois de mai suivant du camp d'Aubourg, où j'ai été nommé donc. J'avais demandé les chasseurs alpins, je suis sorti avec un camarade en tête de ma promotion. Lui, il a pris la Légion, moi j'ai pris les chasseurs alpins. Oh, vous savez pourquoi? La tenue bleue et puis le ski. Vous étiez entraîné dans les Vosges au ski? Oui, j'étais un bon skieur. Et là, on donnait, quand je suis arrivé à Antibes, au 60e bataillon, la réserve du 20e bataillon, le colonel m'a dit, vous allez vous occuper de l'instruction. Et il m'a confié pour commencer une section de mitrailleuses et engins, et ensuite la formation des caporaux, etc., etc. Et chaque fois que je formais des hommes et qu'ils partaient dans les différentes unités où on les répartissait, il me disait, mon lieutenant, j'étais pas lieutenant, j'étais qu'un aspirant. À la sortie d'Aubourg, j'étais qu'aspirant. Mais on n'appelait pas aspirant, on appelait un lieutenant dès le départ. Mon lieutenant, vous venez avec nous. J'ai dit, je ne peux pas, le colonel me garde pour l'instruction. Parce qu'avec vous, mon lieutenant, on passe à travers le feu. Et j'en suis encore ému de la fidélité de ces hommes. Et oui, qui croyaient en moi et qui me disaient, bon, avec vous, ça va aller tout seul. À l'armistice, notre bataillon ne faisait pas partie de l'armée de l'armistice. Il fallait démobiliser. Alors on a quitté la caserne, les Italiens sont venus l'occuper, tout ça. J'aime autant vous dire que quand j'étais chasseur, là, on en a fait voir. Hein. Ils n'ont pas franchi la frontière des Alpes du Sud. Hein. Même à 1 contre 3, on les a toujours reconduits chez eux. Mais là, ils ont envahi la caserne. Et le colonel a dû rassembler le bataillon. Ils nous ont arraché nos fourragères, nos décorations, jeté tout ça par terre et piétiné. Enlevé nos ceinturons, si bien que on a traversé Antibes dans un état lamentable, nous dirigeons vers Cavalère-sur-Mer, où là, on a logé chez l'habitant, avant d'aller s'installer au camp des Garrigues au-dessus de Nîmes, un camp qui était un camp d'entraînement d'été, où il a fallu tout faire pour pouvoir vivre correctement. Mais un jour, le colonel a rassemblé tous les jeunes officiers, aspirants, sous-lieutenant, lieutenant. Il n'a pas voulu au-dessus. C'était un appel du général de la Porte du Teil, le plus jeune général de division en France à l'époque, que j'avais connu de réputation parce qu'il commandait la place à Metz en 39. D'accord. Et c'est lui justement qui va s'occuper des chantiers de jeunesse. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser rapidement qu'est-ce que c'était les chantiers de jeunesse? Eh bien, c'était une organisation, disons, paramilitaire qui avait pour but
de viriliser des hommes de façon qu'ils soient prêts à combattre le moment venu. D'accord. Une sorte de... C'était des maquis, on pourrait dire, enfin des... C'était une unité évidemment de résistance, je vais vous dire rapidement, mais j'étais responsable à l'époque, tenez-vous bien, le petit aspirant de 23 ans, j'étais pas encore sous-lieutenant, avait comme responsabilité là 1500 hommes. 1500 hommes. Ce qui fait... Bon, dont il vraiment. fallait s'occuper. Je devais disons, m'occuper de la formation physique. Là, ça ne me gênait pas. J'étais sorti second en promotion du Collège national des moniteurs et athlètes, le CNMA. J'étais chargé de la formation civique et morale, de la formation intellectuelle et militaire avec l'aide des officiers du 8e d'infanterie légère de Montpellier, commandé par Delattre. Eh bien, j'ai rempli cette mission jusqu'en 1943. Qu'est-ce que vous faites comme action contre, par exemple, les Allemands ou les Italiens dans la résistance? Alors, quand je suis rentré, j'étais nommé à la petite école de Claire-Sapin, près de la forêt de Némont. D'accord. J'étais nommé là par le directeur du personnel de l'inspection académique, auquel j'avais raconté mon passé et mon parcours. Il m'a dit, là, tu seras tranquille et en cas de pépin, si tu es poursuivi, il y a la forêt derrière toi. Il m'a annoncé que Marcel Bichard, instituteur à Corcieux, ex-lieutenant, montait un maquis. Donc, au sein de l'enseignement, vous saviez qui étaient les résistants. Hein? Au sein même de l'enseignement à Corcieux, Oui. Vous saviez qui étaient les résistants dans les professeurs, dans les instituteurs. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Vous étiez deux. Les autres, non. Et Bichard, donc, m'a convoqué et m'a demandé, au premier abord, d'être son second et de monter une trentaine dans la région des Orentaises, Barbès-Roux, tout ça, entre Granges et Corcieux. Je l'ai monté, cette trentaine, avec l'aide d'un adjudant de carrière, un soldat de qualité. Un vrai soldat. Et nous avions donc une trentaine qui était prête pour une attaque éventuelle. On ne savait pas ce que l'on ferait, mais on a reçu quand même des ordres précis. Londres. Les ordres venaient directement de Londres. Oui. Londres, donc, diffusait par conséquent des informations sous une forme déguisée. Et nous devions être à Corcieux, le maquis de Corcieux, le détonateur qui devait déclencher une opération, une vaste opération sur la montagne vosgienne, qui devait être un îlot de résistance empêchant les Allemands d'aller en Normandie au moment du débarquement. Et vous savez, étant professeur d'histoire, qu'il s'en est fallu de peu que nous ne soyons rejetés à la mer au débarquement. Lorsque le 6 juin, nous avons reçu l'ordre d'attaquer, qui s'est passé en 2 temps. Le message était « Croissez roseaux, bruissez feuillage, je porterai l'églantine ». Croissez roseaux, bruissez feuillage, c'était le sabotage. D'accord. Alors on a saboté les lignes électriques, on a fait sauter la voie de chemin de fer entre Corcieux au tunnel de Vanémont, là, où c'était facile. Et le 6 juin au matin, donc on a reçu l'ordre d'attaquer la garnison allemande de Tintru et de détruire le Mirador des Clairs-Sapins. Et je croyais que le Mirador était en planche. Mais derrière ce châssis de planche
il était blindé. Ah. Et nous avons eu là des problèmes. Vous avez lu dans mon livre. La veille du 6 juin, Bichard rassemble ses cadres et leur donne les dernières instructions. J'envoie Grandadam à la côte où habitait Bichard, et moi je m'occupais de la préparation de l'attaque du Mirador. Quand il est rentré me rendre compte de sa visite chez Bichard, il ne voulait plus marcher. Il m'a dit, mon lieutenant, ça n'a pas raté, ça ne peut pas marcher. Il n'y avait pas de réserve, il n'y avait pas de liaison entre les groupes d'attaque prévus. Enfin, c'était mal foutu. D'ailleurs, ça s'est pas bien passé. C'est un échec. Et c'est après ça que vous vous faites arrêter? Alors, nous, on a pu détruire le Mirador. Bon. Et après, je suis resté. Alors que tout le monde au maquis, après ce demi-échec de Tintru, s'est envolé. Je suis resté pour 2 raisons. Parce que j'étais marié, je ne voulais pas que les Allemands arrêtent mon épouse. Je ne voulais pas que mes beaux-parents subissent les conséquences qui habitaient Jean-Népal. Et je suis resté. Et d'autre part, je suis resté parce qu'il fallait nourrir mes résistants. J'avais beaucoup de réfractaires, d'Alsaciens lorrains, et je ne pouvais pas les abandonner. Ils étaient dans les fermes comme ouvriers agricoles, mais il fallait des cartes de pain. Et j'avais demandé donc au secrétaire de mairie, un ancien de 14 qui était handicapé, je lui ai proposé, pas demandé, de l'aider. Et il m'a dit, écoute Thomas, tu vas t'occuper des cartes de pain, moi j'en ai jusque-là. Il y avait le syndic également, à ce moment-là, et tout, pour les réquisitions. Et je me suis dit, ça c'est épatant, je vais pouvoir nourrir mes réfractaires et tous les gens là qui sont soi-disant ouvriers agricoles. Et un certain jour, j'étais à la bascule des Arentès, en train de peser des voitures de foin que réquisitionnaient les Allemands, et connaissant la langue allemande, j'avais fait mes études à Fribourg-en-Brisgau. Fribourg-en-Brisgau. Et j'étais donc à la bascule en train de peser du foin, et j'en étais au moment où tout était bien, ils étaient en train de me payer avec des billets tout neufs, 3000 francs. Et là, la fille du maire, qui tenait l'hôtel des Arentès, a conduit les 2 miliciens, habillés en allemand, dans la guérite où j'étais, et m'ont demandé c'est vous le secrétaire de mairie? J'ai dit non, j'ai le secrétaire de mairie, mais que voulez-vous? Nous allons faire un tour du pays parce que nous voudrions installer ici une compagnie et nous voudrions voir ensemble quelles sont les possibilités. J'ai eu le malheur de leur dire, vous savez, l'habitat est dispersé. Les fermes, tout ça, bon, vous aurez un mal inouï à rassembler votre monde. Ça ne convient pas du tout. Ils m'ont dit, bon, montez dans la voiture, on est allé jusqu'au fond du village, là. Et comme par hasard, j'ai vu sur le chemin mon épouse, mais j'ai senti que j'étais arrêté. J'ai senti que ça, parce que ils m'ont assis près du chauffeur, et derrière moi, il y avait les 2 miliciens, l'arme à la main. Je me suis dit, quelque chose de bizarre. Ils m'ont dit, bon, écoutez, on a vu, venez jusqu'à Gérardmer. En arrivant à hauteur de Barbessereau, vous savez ce qui s'est passé dans cette ferme-là? J'ai dit non, pas du tout.
Eh bien, vous avez une personne, la fille d'un ami, qui a été tuée par vos maquisards. Vos maquisards. Je dis, mais ce sont pas mes maquisards, moi. Oh, écoutez, le grand Marcel faisait partie des deux miliciens. Le grand Marcel de Lyon, qui avait été délégué à la Gestapo de Gérardmer pour la renforcer. Il m'a dit, oh, ça va, hein, on a compris, vous savez. Hein. À Gérardmer, j'ai été interrogé par le général. J'ai réussi à le mettre dans l'incertitude. Néanmoins, ils m'ont collé au cachot. Et là, j'étais dans un cachot, disons, qui avait à peu près 1 mètre de large, 1,50 m de profondeur. Je ne pouvais même pas ni me tenir assis ni couché, avec un trou en bas pour me passer une gamelle et un trou pour faire mes besoins. Je me suis dit là, et j'avais été dénoncé par le père du village et un nommé Muller, qui avait été un évadé de Tintru et que Bichard avait recruté comme indicateur. C'était un agent double, j'en sais rien, qui m'avait fourré dans une de mes cisaines alsacien-lorrain. Et j'étais par conséquent, disons, pris. Je ne pouvais pas me défendre, ni invoquer quoi que ce soit. Et un certain jour, ma porte de ma prison s'est ouverte. La personne qui s'occupait de la Croix-Rouge française et qui était une amie de mon épouse étant également donc une militante de la Croix-Rouge, m'a apporté une couverture, mais mon épouse n'a pas eu le droit de venir me voir. Et là, j'ai été emmené sur Schirmeck-le-Bas. Quelques jours après, tous mes camarades ont été arrêtés et m'ont rejoint donc dans ce camp de triage, oui, à Roto, vous savez où c'est. Et de là, c'était pas grave, là. J'avais gardé mes vêtements, mes chaussures. On était embarqués sur Dachau. Comment ça se passe parce que vous allez aller à Dachau, vous allez aller dans un autre camp d'internement aussi après. Comment ça se passe dans ces camps-là? Est-ce que vous reconnaissez des camarades maquisards ou est-ce que vous êtes seul au final dans l'idée de vous connaissez pas grand monde et vous êtes un peu seul pour vous débrouiller? C'est vrai, mais j'ai toujours eu, je m'excuse de le dire, une espèce de confiance en moi, une force intérieure. C'est ce qui m'a sauvé. D'ailleurs, vous savez, je suis croyant, hein, je vous le dis, j'ai été baptisé, etc. Mais je ne connais que moi-même. Je ne connais que mes ressources. Et je me suis rendu compte, après tout ce que j'ai vécu, que l'homme en lui-même possède des ressources qu'il ne connaît pas. Et qu'il suffit d'un pépin quelconque pour lui permettre de pouvoir les mettre en valeur et s'en sortir. Et c'est comme ça que je suis sorti de tous les problèmes que j'ai eus, déportation et tout et tout. Voilà. Alors Dachau, on était en surnombre là. Et c'était lamentable parce que les détenus du camp étaient presque plus méchants que les SS. J'ai été convoqué un jour sous une tente au centre du camp, je me rappelle encore. J'avais encore mes chaussures, j'avais encore mon vêtement. Ils m'ont volé mes chaussures. J'en ai envoyé 2 promener par terre, mais j'ai pris une telle volée et ils m'ont jeté dehors avec une paire de rollshoes, des chaussures à semelle de bois, avec une tige en tissu, il n'y avait même pas de lacet. J'ai trouvé des fils téléphoniques dans la cour qui m'ont servi de lacet,
Et figurez-vous, quand je suis rentré à la Salpêtrière à ma sortie de déportation, au mois d'avril, fin d'avril 45, j'avais les fils téléphoniques qui m'étaient entrés dans la chair, et la chair les recouvrait. On ne pouvait pas me voler mes chaussures. Et oui. Et à la Salpêtrière, à Paris, ils ont eu un mal noir pour m'enlever mes chaussures. Ils l'ont fait délicatement, mais j'avais les pieds dans un état. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et oui, voilà. Après, Alors, c'est. Pardon. Excusez-moi. Non, oui, je vous ai coupé, continuez si vous voulez. oui. Bah, après ces deux camps-là, ces deux internements, vous êtes envoyé donc, vers Auschwitz, en Pologne. Oui. Alors, donc, de Dachau, on est parti sur Auschwitz, hein, en wagon découvert. Arrivé à Auschwitz, eh bien, on a été matriculé. J'ai 200 422 sur le bras, hein, et on a été dans des commandos. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me rappelle d'un commando de déminage. J'avais lu dans mon livre. Hein. Je suis passé, disons, tout près de la mort, je ne sais combien de fois. Mais elle n'a pas voulu le voir. Et quand vous arrivez à Auschwitz, est-ce que vous savez tout ce qui se passe dans Auschwitz ou pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des chambres à gaz? Ou est-ce que vous êtes juste entre personnes résistantes ou opposées politiques, ou vous êtes aussi avec des juifs, des On ne tziganes? sait pas qu'il y a des fours à gaz. On travaille j'ai travaillé à la Bouna, hein, l'usine de caoutchouc synthétique, tout ça. Mais on ne savait pas que les déportés pouvaient être, disons, envoyés demi-morts, même vivants, hein, donc dans des chambres à gaz. Entre nous, on n'en parle pas, ou bien on ne le savait pas, j'en sais rien, mais je ne l'ai appris qu'en arrivant à Buchenwald. Après le fameux train de la mort qui m'a emmené à Buchenwald. Et là, je l'ai su, parce que vous avez lu dans mon livre, j'étais mis par un camarade, comme par hasard, Mosellan de Metz, un instituteur qui faisait partie des Lagerschutz, c'est-à-dire des gardiens du camp. Et la police intérieure, vous l'avez lu, c'était faite par les déportés sous l'autorité des SS, mais les SS ne se mélangeaient pas aux déportés. C'était des seigneurs. On était nous, du frottat. Et oui. Et là, donc, à Buchenwald, j'ai su là que ce que c'était qu'une chambre à gaz. Vous l'avez lu. J'étais enfermé dans une salle de douche, apparemment avec les pommeaux. On a refermé une porte d'acier derrière moi. Et je me suis trouvé là avec des morts, des demi-morts, des gens qui ne tenaient plus debout. J'étais appuyé contre un mur, non loin de la porte. Et l'officier que j'étais, qui connaissait par conséquent ce que c'était que les gaz, a senti une espèce d'odeur de pourri, etc. J'ai regardé les pommeaux, je regardais le sol, j'attendais l'eau. Et j'ai vu une espèce de nuage qui descendait du pommeau. Et j'ai dit, ça y est, ça, c'est du gaz. Je ne savais pas quel gaz c'était. Et j'avais en face de moi un soupirail qui était la valeur à peu près de, voyez-vous, ces 3 carreaux, plus le 4e là, et un petit peu plus, un peu plus haut. Le grillage qui protégeait la vitre était déchiré, abîmé, et l'ancien sportif s'est précipité dedans en roulé-boulé. J'ai atterri là, dans les pieds d'un Lagerschutz français, vous avez lu, lequel m'a conduit dans un baraquement de petit camp, antichambre du four crématoire, en disant à son copain chef de bloc, tu vas t'occuper de lui, faire sa toilette, lui donner par conséquent un pantalon, une veste correcte, et je viendrai le rechercher. Les SS
raflaient tout ce qu'ils pouvaient, vidaient les baraquements pour mettre tout ce monde-là au four crématoire. Et les fours crématoires n'en pouvaient plus, ils étaient pleins. Vous savez comment ça s'est passé? Ils avaient fait dans les rails du petit camp, dans les chemins du petit camp, des rails entrecroisés. Et les détenus chargeaient leurs copains, leurs camarades, demi-morts là-dessus, et le feu était dessous. Ça sentait la chair brûlée, etc. Comment ça se passe sur la fin Auschwitz? En janvier 1945, les soviétiques avancent en Pologne. Écoutez, je résume ça en 2 mots. Je me suis rendu compte que l'homme était un loup pour l'homme. La fameuse phrase de philosophie. On ne se connaît pas. Pour survivre, on fait n'importe quoi. On vole, on pille, on tue. On n'est plus un humain. On est, je ne sais pas comment dire. Moi, par contre, je suis toujours resté un humain. J'ai toujours su me maîtriser. Je vous dirais même que je maîtrisais les SS quand je prenais une volée. Je les méprisais. Et ça me donnait de la force. Voilà. Je me disais, quand tu en auras marre, tu arrêteras. Et oui. Ah, c'était terrible, Auschwitz. Les commandos. Le commando de déminage, le commando, mon Dieu, mon Dieu. Et quand on ramenait au camp, dans une charrette, tous les morts le soir, pour les mettre au four crématoire, j'aime autant vous dire que ce qui se passait dans notre tête. Et oui. Et comment vous revenez d'Auschwitz? Comment vous revenez d'Auschwitz? Comment ça se passe, la fin de la guerre pour vous? Le 15 janvier 1944. 45, pardon, excusez-moi. 45. Évacuation d'Auschwitz. Les Russes attaquent sur Cracovie. Konev, le maréchal russe, enfonce les troupes allemandes et pénètre donc dans toute cette région marécageuse d'Auschwitz. Mais ils ne libèrent pas le camp. Ils font le tour et sont pressés de poursuivre les Allemands. Les Allemands nous jettent sur la route le 15 janvier. 70 km à pied dans la neige, sans boire ni manger, sur Gleiwitz. Un commando. Arrivé à Gleiwitz, on s'est trouvé donc dans un cadre de baraquement et on attendait qu'on nous donne peut-être une soupe. Des SS sont sortis d'un baraquement, on l'avait lu. Bottés, pistolet à la ceinture, nous ont fait mettre en rond. Ils sont d'abord passés parmi nous, nous soulevant le menton. Youd, 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 on était des juifs. Et ils nous ont fait mettre en rond. Et ils se sont mis au milieu du rond et ils ont fait des cartons. Je me trouvais, moi, dans la 4e colonne. 3 colonnes devant moi ont été tuées, là. Et les morts jonchaient par conséquent le sol dans un cercle. J'avais remarqué, vous l'avez lu dans mon livre, qu'ils ne tiraient pas sur la tête de colonne pour commencer, mais qu'ils tiraient donc au hasard et finissaient par la tête de colonne. J'ai pris la tête de la colonne, j'ai fait le tour à l'intérieur du rond. À un moment donné, j'ai senti les balles qui passaient. Je me suis jeté en avant. Mon copain Nussbaum, qui ne me quittait pas, c'est-à-dire le lieutenant qui commandait Jarbépal, la 30e de Jarbépal, un lieutenant d'aviation, qui s'accrochait à ma veste, est tombé sur moi, il était mort. Et je suis resté là, couvert par le lieutenant Nussbaum.
J'ai entendu encore des coups de pistolet de ce qu'ils appellent le coup de grâce pour achever. Et la nuit est tombée. Et là, je me suis remué, j'avais froid, j'étais plein de sang, mais je ne me sentais pas blessé. Et je me suis relevé. Et là, j'ai été ramassé par deux Porstons qui m'ont entraîné vers une gare dont j'entendais le bruit au loin. C'était le fameux train de la mort qui nous amenait sur Buchenwald. Le train de la mort, terrible, vous avez vu dans mon livre. Quand on a débarqué les morts qui étaient au centre du wagon, dans une gare, ça a été vraiment dramatique. Et là, j'ai tiré d'épaisseur quand même un Vosgien, un gars de charme, quincaillier, qui n'était pas mort, qui était blessé, mais parce que dans le wagon, les détenus se battaient pour un morceau de pain qu'on leur avait donné à l'entrée du train à Gleiwitz. D'autre part, notre wagon à découvert, arrêté sous une passerelle sur laquelle passaient les gens qui allaient au travail et qui ont jeté dans le wagon une partie de leur nourriture, de la saucisse, du pain, etc. Et c'était une bataille incroyable. Mon copain avait ramassé une saucisse. Il s'est fait taillader les mains, taillader les pieds, etc. Et je l'ai entendu qui jurait aux Français. Je suis allé le tirer et je l'ai mis dans le coin du wagon où moi je m'étais réfugié. Vous l'avez lu. Et là j'avais certainement l'air méchant parce que ceux qui ont essayé de m'attaquer n'ont pas persisté, ils m'ont laissé tomber. Ils n'ont pas insisté. Par contre, il faut penser qu'au cours d'évacuation d'Auschwitz, il n'y avait plus ni chef de bloc, ni capot, ni personne. Tout le monde a la même enseigne. Et les capots, les chefs de bloc avaient des lames de rasoir. Et avec les lames de rasoir mécaniques, là, ils tailladaient les mains, ils tailladaient les pieds, etc. des déportés pour les mettre hors d'usage et leur voler vêtements et nourriture qu'ils pouvaient avoir mis de côté. Voilà comment ça s'est passé à l'arrivée à Buchenwald. Moi, je ne remontais plus au camp de toile parce que je m'étais rendu compte que les Allemands abattaient les traînards, etc. Et moi, j'étais très costaud, très costaud. Alors, ils m'avaient autorisé à rester dans le tunnel continuellement. Et puis un jour, je suis tombé avec mon râteau-piqueur, je n'en pouvais plus. Je pesais 40 kilos et j'avais l'impression non pas de marcher, mais de voler, tellement j'étais léger. Je me suis évanoui et ramassé par un godet de pelleteuse, chargé sur un camion de déblais, emmené à l'air libre, et là, rabassé par des postades quand je me suis éveillé, et jeté dans le camion qui sortait du tunnel pour aller dans le four crématoire à Buchenwald. D'accord. Eh oui. On refait un petit saut dans le temps. Vous revenez donc vers 1940-1946 à Corcieux. Comment ça se passe ce retour à Corcieux? Alors, j'ai été emmené donc à la Salpêtrière, et je suis rentré le 9 mai, le lendemain de l'armistice. Quand je suis arrivé à Gerbépal, où mon épouse était chez ses beaux-parents, receveur des postes, ma belle-mère ne m'a pas reconnu. Je suis revenu, j'avais 2 cannes méconnaissables. Mon épouse est devant le bruit, est sortie avec son landau dans lequel il y avait mon fils aîné
qui était né le 17 mars, quand j'étais en retrouve. Elle ne m'a pas reconnu non plus. Mais j'étais bien soigné pour ma belle-mère. Et ça, je lui dois une fière chandelle. Si bien que mon beau-père m'a sollicité, c'était l'époque du change des billets, D'accord. les nouveaux francs. Et je passais mon temps au bureau avec lui, à faire des liasses de billets, à mettre les pièces de monnaie en rouleau, etc. Parce que les paysans, figurez-vous, avaient tabassé de l'argent dans des lessieuses. Il n'y avait pas de banque agricole, il n'y avait rien. Et il y en avait qui étaient même noircis, moisis, etc. Un jour, un homme est arrivé, balançant sa serviette, vous avez lu ça. Démarche militaire. Monsieur Gomy, le directeur au niveau sonnoté de l'inspecteur. Il est arrivé près de nous. Il m'a regardé, puis il m'a dit « C'est toi, Thomas ?» J'ai dit « Oui. » Tu me reconnais? J'ai dit « Pas précisément. » Et puis, je lui ai dit « C'est toi, François? » Oui. Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre. C'était mon second au Gondour. Nous avions gagné tous les deux en tête de notre promotion. Il était parti à la Légion et moi au chasseur.